Bonjour et bienvenue à l'atelier pour ce nouvel épisode de la Sigourney Weaver. Alors ça y est, on a vaincu les aléas climatiques, ça représente un certain nombre de jours pour que les différentes applications de résine finissent par solidifier. Alors je dirais que l'hiver c'est un espèce de pouce au crime, c'est-à-dire que évidemment pendant qu'il y a un corps de guitare qui est en train de durcir, on a tout de suite tendance à en commencer une autre pour s'occuper, quoi. Il est temps d'essayer ce manche, donc on met la petite roulette de réglage du truss rod. Et c'est comme j'aime, c'est-à-dire juste serré comme il faut. Ça, ce sera le cache de humbucker. Pour les frettes de ce manche, je me suis posé la question, est-ce que j'allais faire une planification des frettes ? Ou peut-être une planimétrie des frettes ? Et puis finalement, j'ai décidé de faire la planéité des frettes. Il nous faut quelques outils. Une règle pour la planéité, un outil pour le bord des frettes, un fret rocker que j'ai découvert grâce à JSR, de l'abrasif, et puis ce nouveau petit outil pour faire l'arrondi des bords de fret. Donc il y a un truc, il y a une partie plane, et puis il y a deux petites limes. On regarde la planéité de notre manche, nickel, même après 3 semaines à l'atelier. Et là, on va donner un angle de 45 degrés à peu près au bord des frettes pour éviter qu'elles n'agressent les doigts du guitariste. Sur les touches claires comme ça, je continue à systématiquement protéger avec du scotch, même si c'est un processus un petit peu ennuyeux, mais ça évite qu'il y ait de la limaille qui aille s'incruster. Et là, on utilise le fret rocker. Quand on tombe sur un cas un peu litigieux, comme là, on utilise la partie diamantée. Et au fur et à mesure que j'apprends à maîtriser la presse pour fret, c'est vrai que j'ai de moins en moins besoin Il nous reste à réarrondir les frettes qui ont été touchées. Puis à adoucir les bords de nos bouts de fret. Vous voyez qu'il y a besoin de 2 coups de lime à chaque coup, pas plus. Et on va prendre différents papiers de verre jusqu'au 12 000 en fait, ce qui évite d'utiliser des polissoirs et autres pâtes à rôder. Vous verrez qu'on obtient un résultat parfait puisqu'on monte au 12 000 quand même. Les autres grains comme d'habitude sont juste là pour enlever les rayures du premier.
Voilà notre fret rectifié. Sur ce genre de touche, je mets juste une couche d'huile Crimson, pas plus. On rabote notre dernier rebouchage à la résine noire. Et on racle avec ce racloir très épais, qui est un vrai bonheur à utiliser. Ponçage au 120, la ponceuse pour les deux faces et à la main pour les côtés. Masque obligatoire, hein, il s'agit de poussière d'époxy. Peut-être même mettre des gants. On va faire un petit peu de teinte marron foncé, ça s'appelle Dark Mission Brown. Le lendemain, on pose. Et là, on va monter en grain jusqu'au 4000. On nettoie de temps en temps avec un peu d'alcool.
voit que la résine va s'éclaircir petit à petit. Le problème de ce genre de loupe, c'est que après la première couche de marron qui est restée dans certaines fibres du bois, on a envie de la laisser telle qu'elle. Mais l'univers d'Alien est sombre, il est sombre et vert. Donc on reprend notre verre cacadois qui avait servi, on en dilue la moitié et on met une première couche. Ensuite, on l'utilise tel qu'il était et on va commencer un green burst. Ça se fait petit à petit par étapes, avec à chaque fois, quand le chiffon revient sec, la possibilité de fusionner les couleurs. C'est de l'huile de coule uniquement. On met une couche de verre. Et on continue à monter notre burst, donc on n'utilise toujours que 2 couleurs en fait. Et la petite combine, c'est une couche de jaune citron pour que ça fait exploser les couleurs. Juste une couche bien diluée. Finalement, je trouve très moche la bande d'érable qui est au milieu, là, ça fait sale en fait. Donc je vais réutiliser le marron, hein. Cette fois-ci, je vais en mettre plusieurs couches. On finit vraiment sur les bords de souligner notre burst avec du noir. Qu'on fond bien sûr dans les autres couleurs quand il commence à sécher. J'aime bien travailler à l'alcool plutôt qu'à l'eau, parce que ça va plus vite, on se rend plus vite compte des résultats et on peut plus vite se corriger. Faut teinter aussi le manche, donc on protège la touche comme d'habitude avec du ruban de masquage. On commence par passer le vert le plus clair, comme couleur de fond.
Et on prend l'espèce de verre cacadois pour pouvoir faire un burst. Technique habituelle, on va monter petit à petit le burst. À l'arrière, je m'aperçois qu'il y a des endroits où la colle empêche la teinte de pénétrer, il faudra que je reponce. On le voit à la jonction entre le manche et la tête. Comme d'habitude aussi, un petit jaune pour faire claquer les couleurs. On reponce. On va coller une petite cale sur laquelle il y a du liège pour pas abîmer la finition de la guitare quand on va coller le manche. Et on colle. On vérifie qu'on est bien centré. Le lendemain, au Diesoil, on l'avait déjà utilisé pour la T-Bot. C'est cette huile qui ressemble un peu à du miel liquide et qui est monocouche. On en met un peu sur du 4000. Et on utilise une raclette pour l'étaler puisqu'il va à la fois servir de finition pour le bois et pour l'époxy. Et huile de coude. On fait le dos. Et huile de coude.
j'espère que ce petit épisode vous a intéressé. On progresse à grands pas, bientôt la ligne droite. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager ces vidéos. Bon, 3 semaines de haricots verts, vapeur. On finit par rêver de beurre, d'ail, d'échalotes. Enfin bon, c'est une boucherie. Mais l'ange a finalement effacé cette nouvelle marque de péché. Et ça me donne théoriquement accès au dernier promontoire. Et là, c'est la luxure.